C'est l'heure du débat sur la première. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Kalawadala. L'anniversaire a tourné au vinaigre. Les élus se sont fait huer durant leur discours. Le collectif des associations mobilisées depuis plus de 2 ans pour la défense des Mahorais en est lui-même ressorti divisé. Quant à la population, elle est désormais plus déboussolée que jamais face à cette crise de leadership. Qui suivre? Quel combat mener? Qui dit vrai? Qui manipule? Ce soir, avec nos invités, nous revenons sur les incidents inédits qui ont émaillé la célébration des 10 ans de la départementalisation de Mayotte. Mal préparée et mal comprise, cette départementalisation cristallise aussi pour beaucoup tout ce qui ne va pas sur l'île, ainsi que la méfiance à l'égard du discours politique, au point où même le débat sur la révision institutionnelle, ô combien nécessaire à Mayotte, semble désormais impossible. Comment en sommes-nous arrivés là? Nous poserons la question à deux des instigateurs de cette départementalisation. Ahmed Atoumani Douchna, ancien président du conseil départemental, conseil général à l'époque de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être venu. À côté de vous, Ibrahim Aboubakar, ancien député de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. En face, nous avons Daniel Zaidani, ancien président aussi. Vous étiez le tout premier président après la départementalisation. Aujourd'hui, conseiller départemental de Pamandzi. Bonsoir. Bonsoir Madame Alidi, bonsoir aux Mahorais et aux Mahoraises. Et à côté de vous, Monsieur Mahmoud Aziari, qui représente aujourd'hui le collectif, les collectifs. Quelle branche du collectif représentez-vous actuellement? Au milieu. Au milieu. D'accord, c'est dit. Voilà, on va commencer déjà avec cette note. À cette question, approuvez-vous la transformation de Mayotte en une collectivité unique appelée département, régie par l'article 73 de la Constitution, exerçant les compétences dévolues aux départements et aux régions d'outre-mer? En 2009, plus de 95% des électeurs mahorais avaient répondu par le oui à cette question, sans vraiment savoir à quoi s'attendre. 10 ans plus tard, pour la célébration de la départementalisation, on assiste à ça. Regardez. À côté de vous. Et il faut se battre pour Mayotte. Il y a eu le texte, le serment fondateur à Sada qui a été fait. Pour la jeunesse de Mayotte, quand on a la moitié de la population qui a moins de 17 ans et demi, il faut se battre pour cette jeunesse, pour développer Mayotte. Et ça, nous devons tous nous mobiliser. Vous pouvez voir qu'ils se sont arrangés pour ne pas donner la parole à aucun des membres du collectif. Ils ont parlé que les Mahorais se sont exprimés. Mais bon, aucun. C'est une honte! Vous partez là! Vous laissez la population, vous n'écoutez rien! Honte à vous! Honte à vous! Mascarade, Patinotia, Un extrait qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, dans la population. Beaucoup ont été choqués de voir ces images. Ici aussi, sur le plateau, beaucoup ont réagi. Vous avez réagi, Monsieur Aboubakar, Ibrahim Aboubakar. Vous étiez présent ce jour-là? Non, je n'étais pas présent ce jour-là. Pourquoi? Vous êtes pourtant partie de ceux qui ont œuvré pour cette départementalisation. Pourquoi vous n'étiez pas là? Je n'étais pas présent parce que lorsque j'ai été invité, le programme qui m'avait été envoyé n'était pas très clair. Il y avait beaucoup de trous dans le programme. Et le séminaire auquel on m'invitait vendredi après-midi, je n'avais aucune information précise sur l'organisation du séminaire, qui intervenait, quel temps de parole, etc. Donc tout cela m'avait paru un peu improvisé.
Mais je voudrais dire, quand je vois ce que je viens de revoir ici, moi, ce que je voudrais aujourd'hui dire à la population de Mayotte, c'est que je suis ici, parmi nous ici, peut-être le seul qui ait vécu l'ensemble de ce processus. Parce que c'est un processus qui a été enclenché par Balladur en 1994 et qui s'est conclu après plusieurs étapes jusqu'à la rupéisation du 1er janvier 2014. Donc c'est un long processus. Moi, je voudrais dire ici à la population deux choses. La première chose, c'est que ce processus, d'un point de vue politique, c'est un succès. Parce que d'un point de vue politique, il devait sortir Mayotte du flou statutaire et de le mener à la catégorie de département d'outre-mer. Vu sous cet angle-là, politique, c'est un succès. Maintenant, s'agissant à la fois du contenu du processus et des retombées que la population de Mayotte en attend, là, on peut avoir un long débat. Mais ce que je veux leur dire, c'est que ces 20 années de processus n'ont pas été un long fleuve tranquille. Et moi, je les caractériserai par 4 mots ou 5 mots. D'abord, il faut que les Mahorais sachent ici, parce que j'entends dire que les Mahorais ne savaient pas à quoi ils s'attendaient. Si, je m'inscris en faux contre cette affirmation. On va y revenir, mais Sauf déjà, je vais faire un premier tour de table rapidement. Le premier tour de table, ce que je voulais dire d'abord, c'est que ça a été un processus où le dialogue a été difficile avec l'État, à tout point de vue. On va y revenir. L'unité des Mahorais n'a pas été au rendez-vous à toutes les étapes. Où les soutiens aux collectivités locales, au président du Conseil général, le soutien de la part de l'État local n'a jamais été au rendez-vous. Un processus dans lequel il y a eu et il y a encore des malentendus et des points de divergence forts qui demeurent. Donc, au total, effectivement, c'est ce qui a permis à la Cour des comptes de dire que finalement, le processus a été mal préparé. Ahmed Atoumani Douchna, une réaction devant ces images? D'abord, moi je voudrais dire que je n'étais pas à ce congrès. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai pas été invité, me semble-t-il. Je n'ai pas reçu de carton. Je n'ai pas eu quelqu'un qui est venu, pas forcément une personne, ne serait-ce qu'un groupe, un collectif, qui m'a appris qu'il y avait quelque chose, qu'ils attendaient que j'y sois. Je trouve que c'était vraiment, encore une fois, pour emprunter un mot qu'il a utilisé, de l'improvisation, parce que j'ai vécu des congrès depuis des années. Vu mon jeune âge, j'ai pu assister à beaucoup de congrès. Pour moi, un congrès, ça se prépare. Or, celui-là, c'est caractérisé par le manque de préparation. On ne sait pas qu'est-ce qui allait se faire. Je suis allé au conseil départemental à l'hémicycle la veille ou l'avant-veille. Il y avait un séminaire. Quand j'y suis allé, je ne savais pas trop qui allait parler, de quoi on allait parler. Et c'était une grosse surprise pour moi qu'on allait retraiter de l'évolution institutionnelle de Mayotte. C'était une surprise. Et donc, pour moi, ça augurait de la mauvaise tenue, en tout cas de l'échec de ce qui se préparait pour le lendemain, à savoir ce congrès. Un congrès, pour moi, dans tout ce que j'ai vu, c'était un moment très fort où on avait des élus, des représentants de la population qui venaient, jusque-là c'est ce que j'ai vécu, qui venaient rendre compte à la population qu'il a élue pour ce qu'il a fait. Dans le temps où nous avions Marcel Henry, Zubera Dilani, tout ça. On va y revenir. On va y revenir. On a justement des images. Et je vais donc dire que pour moi, ce n'était pas un congrès parce que tout le monde voulait parler. On ne sait pas ce qu'on attendait. Et puis, quand vous dites qu'on s'est enfoncé dans cette histoire de la départementalisation sans savoir ce qu'on devait s'y attendre, je crois que ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. Parce que quand là, aujourd'hui, nous sommes allés au bilan. Un bilan, c'est une évaluation. On évalue quelque chose lorsque vous avez au début des objectifs bien précis et des attentes. Par rapport à cette attente, vous venez faire le bilan. Est-ce que j'ai atteint ça, j'ai obtenu ça, je n'ai pas obtenu ça? Nous allons en parler. On va d'abord passer la parole. La principale attente de la population à l'époque, c'était d'abord de sortir de l'incertitude statutaire, institutionnelle, pour entrer dans une stabilité politique institutionnelle. Nous allons revenir là-dessus, monsieur Douchna. Nous allons revenir sur cette question-là. Mais tout d'abord, la première réaction sur ces événements. Monsieur Zaïdani, vous étiez sur place? Je n'étais pas sur place.
Finalement, il n'y avait personne. Non, je n'étais pas sur place pour les mêmes raisons que le président Douchena. J'ai été le président qui a installé la départementalisation. Monsieur Douchena était le président qui a œuvré pour qu'on arrive à ce référendum. Donc là, on fêtait le 10e référendum et je peux vous dire que les élus qui ont travaillé ces 10, 15, 20 dernières années n'ont pas été associés à cet événement. Et comment vous expliquez ça ? Nous n'avons pas été associés à ces événements. C'est un choix qui a été fait par les organisateurs, à savoir le conseil départemental. Nous n'avons pas été associés. Dans un deuxième temps, je tiens à rappeler que la fête pour la départementalisation, ce n'était pas sa première organisation, puisque je l'ai organisée 4 fois. Une fois à Marseille, une fois à Mayotte, une fois et deux fois à Mayotte et une fois à La Réunion. Donc, des séminaires, Chengué, congrès. Il n'y a jamais eu de difficulté. Ici, autour de cette table, je suis le plus jeune. Je suis le plus jeune autour de cette table. Donc, je n'ai pas la science infuse. Et pour autant, nous avons réussi à les organiser. Tout simplement parce que lorsqu'on organise un événement, on va vers les personnes qui savent les organiser. Le séminaire que nous avions mis en place en 2012 à Marseille avait vocation, comme à Mayotte et comme à La Réunion, avait vocation justement à faire un point d'étape où on parlait de ce qui s'est passé jusqu'à présent entre 2011 et aujourd'hui, de ce qui allait, les problèmes auxquels nous avons été confrontés et éventuellement les pistes que nous devrions mettre en place pour échapper à un raté de la départementalisation. Donc on faisait venir des avocats, on faisait venir des juristes, on faisait venir des parlementaires, des anciens parlementaires, comme notamment Henri Jean-Baptiste qui était venu à cette occasion à Mayotte. Nous avons contacté également Vira Poulet, puisqu'il a une grande expérience de la départementalisation à La Réunion. Donc nos séminaires étaient riches. Et c'est à cette occasion que nous invitions le préfet pour qu'il puisse entendre concrètement tous ces spécialistes qui étaient réunis, toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et qu'il entende également les solutions que nous proposions. Merci. Aujourd'hui, concrètement, aujourd'hui, le séminaire qui a été organisé, il a été fait dans le flou. D'ailleurs, les publicités qui passaient sur Mayotte Première n'indiquaient à aucun moment quelles allaient être les thématiques. Et concernant le congrès, le congrès n'a pas vocation. Le congrès n'a pas vocation à de l'autogratulation des élus. Les élus ne sont pas là pour faire un bilan de leur activité. Et encore moins le préfet. Donc, avoir invité les élus pour la fête de la départementalisation, ce n'était pas le lieu là. Ils pouvaient prendre la parole pour présenter l'événement, mais ce n'était pas le lieu pour faire un bilan. Le bilan a été le vendredi. Or, cette organisation de vendredi a été mal faite et tout a été décalé par la suite. Mahmoud Aziari, vous représentez le collectif qui était co-organisateur de ce Chengué. Est-ce que vous entendez un peu les critiques par rapport à l'organisation ? Vous étiez dans les coulisses d'ailleurs, j'ai cru comprendre, de cette organisation. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé ? Oui, il se trouve que... je remarque d'abord que... élu ou ancien élu, mais c'est la même chose. Ibrahim Bakar dit que c'est un ancien élu, mais ça reste dans les gènes, cette affaire-là. La preuve, il a soigneusement évité de commenter les images. Il est tout de suite entré dans le sujet, et là, tout le monde évite de commenter les images. Or, les images sont très parlantes. Là, vous avez quand même des élus de haut rang qui sont hués par la foule, invectivés, et vous avez un préfet, chose extrêmement rare à Mayotte, qui est pris à partie par la foule, parce que jusqu'à présent, le préfet reste quand même un peu le gouverneur, un peu le gars intouchable, le roi. Voilà, oui, le gouverneur, et là, il descend sur l'arène. Je le dis, mais en toute sincérité, j'ai un peu d'estime pour Dominique Sorin, contrairement à d'autres qui sont passés avant lui. Et là, je pense que lui aussi, le préfet, il est rentré dans un jeu, il n'aurait jamais dû venir à ce congrès-là. Jamais. Et du coup, je suis d'accord avec Daniel Zaidani, les élus n'avaient pas vraiment leur place à cet endroit-là, ce jour-là. J'étais la veille, de minuit à 4h30 du matin, au conseil départemental, on s'est réunis là-bas, on discutait de qui allait parler. Et là, on apprend que tout a été organisé par le conseil départemental, par le fameux Piscou, qui décide à peu près de tout. Et dans un premier temps, c'était carrément exclu que les gens du collectif prennent la parole. Dans un premier temps, c'était ça.
Et même quand on a demandé la liste de... Alors, les élus qui vont parler, c'est qui? On ne nous la donnait pas. Et donc on a insisté, on a appelé des gens, on ne savait pas. Mais nous, on a dit, voici les gens qui vont parler. Et parmi les gens qui allaient parler, moi, j'étais désigné pour aller parler de développement économique, de ce qui freine Mayotte. Le matin, après cette réunion, je suis allé chez moi avec un certain nombre de personnes qui voulaient se toucher, etc. Quand on est arrivé, on a appris que finalement, les élus ne venaient pas. Ils avaient dit, OK, nous, on ne veut pas. Le matin même de l'événement. Le matin même de l'événement, parce que quelqu'un avait donné le nom de Estelle. Alors que Estelle, au moment où on commençait à donner le nom des intervenants, Estelle était partie. Donc, jusqu'au matin, il n'était pas du tout question qu'Estelle intervienne. Mais tout ce beau monde s'était réuni au conseil départemental. Et il paraît que le nom d'Estelle a été donné. Et tout de suite, je pense que Piscou qui l'a dit, le directeur de cabinet, alors du coup, je dis à tout le monde de ne pas venir. Alors les élus, le préfet, etc. Donc moi, quand je suis parti là-bas, il était question que le docteur Martial Henry intervienne. Et puis l'ancien député de l'archipel des Comores de l'époque, Moussa Ben Ali, allait intervenir. Après, c'est moi qui allais intervenir. Donc j'étais là, j'ai écouté le docteur Martial Henry, j'ai écouté Moussa Ben Ali. Et quelqu'un m'a dit, prépare-toi, ça va être ton tour. Et là, je vois arriver ceux qui étaient prévus de ne pas arriver, ceux qui avaient dit qu'ils n'allaient pas venir. La délégation des élus. La délégation, et ça a été impressionnant. On voyait tout de suite qu'ils étaient réunis quelque part et qu'ils sont venus en groupe, mais de façon vraiment impressionnante. Et du coup, ils ont même amené celui qui allait gérer tout ça et celui qu'on avait mis en place pour prendre le micro et tout ça. Ils lui ont pris le micro, ils ont commencé à parler. J'ai regardé, et pourtant, moi, je savais la veille que des élus allaient parler. Et pourtant, j'avais quand même fait le compromis, parce que chez moi, c'est vraiment un compromis, de rester là et de parler après eux. Mais là, quand j'ai vu la façon dont ils sont arrivés, franchement, j'étais dégoûté. Et je me suis levé et je suis parti. C'était arrogant, c'était suffisant. Mais vraiment comme des conquérants qui arrivent quelque part. Dégagent pratiquement à la scène, se mettent là. Ça c'est votre version à vous. Il y a aussi une version qui dit qu'une partie du collectif s'est arrangée avec les élus pour qu'ils viennent aussi s'exprimer. Mais ça, c'était bien en amont. Mais je vous ai dit que j'étais la veille là-bas et on a dit qu'il n'y a que les élus qui allaient parler. Nous, on n'a pas dit que les élus n'allaient pas parler. On a dit qu'on voulait parler à leur suite. C'est bien ce que j'ai dit là tout à l'heure. Donc il n'était pas question de dire qu'ils ne parlent pas. C'est vrai qu'on a voté à un moment donné. Mais finalement, le scrutin, on a dit, OK, c'est quand même des élus, on va les laisser parler. Après, on va discuter avec la population. Donc moi, je suis parti. Tout le monde m'a dit, mais tu t'en vas? Mais tu t'en vas? J'ai dit, non, je ne peux pas rester là. Et puis voilà, je ne suis pas resté là. Et arrivé chez moi, on me téléphone, et on me dit, regarde le direct sur Facebook, et je vois les trucs. Mais en réalité, je m'y attendais. Il y a des comportements qui ne sont plus admis à Mayotte aujourd'hui. Il y a une telle fracture entre les élus et la population. Et beaucoup d'élus se raccrochent au gouvernement en oubliant que ce n'est pas le gouvernement qui les met en place. Se raccroche au gouvernement, mais aussi à ce fameux combat, Soroda serrer la main, qui aujourd'hui, finalement, on a l'impression qu'il ne fait plus recette, parce que justement, lors de ces célébrations, pendant une partie des discours, on a eu droit au fameux discours sur le combat de nos aînés, sur cette départementalisation. Et pendant que, par exemple, Martial Henry parlait, on entend une dame, à un moment donné, qui nous dit ils viennent nous parler de l'histoire de nos parents, des grands-parents. Nous voulons entendre la vie d'aujourd'hui, des problèmes d'aujourd'hui, et comment est-ce qu'on fait pour demain. Donc finalement, cette histoire de Soroda, serrer la main, c'est ce combat, finalement, on a l'impression qu'il ne fonctionne plus, Daniel Zaïdani. Non, la départementalisation, elle est acquise. La population, elle attend qu'on mette en place ce qu'on lui a promis. En 2009, vous avez tout à l'heure introduit avec la question, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que cette départementalisation, telle qu'elle a été conçue, c'est un processus d'assimilation des textes de loi. Puisqu'il y a certains codes qui ne s'appliquent pas sur le territoire de Mayotte, comme l'immigration, comme le social, comme le droit du travail. Donc c'est cette assimilation, c'est l'extension de ces textes de loi qui nous incombe là maintenant, concrètement. Dans les différents séminaires que j'avais organisés sur la départementalisation, après la départementalisation, en termes d'anniversaire, de manière constante, je répétais qu'il y avait 3 points qui causaient un problème. Le premier point, il avait été indiqué qu'il allait avoir chaque année une réunion avec monsieur département
qui avait été nommé à l'époque, qui permettait très clairement de pouvoir faire le bilan de l'année écoulée. Donc déjà, monsieur le département a disparu et le bilan, année après année, jamais il ne s'est fait. Deuxièmement, le deuxième point de blocage, c'est que toutes les extensions de textes de loi qui se font sans concertation avec les élus locaux. Moi, en tant que président de 2011 à 2015, nous n'avons jamais échangé avec Paris, si ce n'est sur la question du RSA en tout début de mon mandat. Mais toutes les autres extensions qu'il y a eu par la suite, ça s'est fait, je dirais, à sens unique, c'est-à-dire de Paris vers Mayotte, sans dialogue avec les élus locaux. En tout cas, je parle à mon niveau. Troisième point, c'est que toutes les délibérations que nous avons pu prendre au sein du Conseil général lorsqu'on nous demandait des avis sur des textes de loi, on leur présentait nos avis en expliquant qu'il ne fallait peut-être pas aller dans ce sens-là ou pas de cette manière en termes de taux, etc. Nos avis n'étaient pas suivis. Donc une départementalisation qui se fait à sens unique ne peut aller que dans des difficultés grandissantes. Et c'est ça que nous avons. Et de la même manière, il y a un dernier point que je tiens à souligner, et c'est aussi peut-être là la faute des élus locaux. Moi, je constate que depuis 2015, le conseil départemental n'est pas suffisamment avec la population. Parce que lorsque vous avez des syndicalistes qui descendent dans la rue, on peut au premier abord se dire que ces syndicalistes font de la politique parce que tout le monde a vu comment a fini la grève de 2011 avec le syndicaliste à l'époque, Bouanali, qui est devenu député par la suite. Mais la réalité, lorsqu'un syndicaliste descend dans la rue pour réclamer des droits, et donc, quelque part, l'extension l'extension des textes de loi et donc la départementalisation, les élus doivent aussi aller dans ce sens. Actuellement, vous avez les professeurs des écoles qui sont dans la rue, qui demandent à ce qu'ils soient alignés. Ils ne demandent pas des choses qui sont hors départementalisation. Ils demandent un alignement de leur indexation. Et ils demandent actuellement une prise en compte de leur ancienneté. Moi, en tant qu'élu, je me retrouve pleinement dans leurs revendications. Et c'est pour ça qu'à ce titre, en 2012, nous avions pris une délibération pour demander l'indexation. Donc, en symbiose... Non, mais c'est important. Donc, en symbiose avec les revendications des populations. Mais tant qu'on n'aura pas sur le territoire de Mayotte une loi-programme qui indique clairement quelles sont les dates, quels sont les moyens pour départementaliser l'île, les choses se feront par à coup et finalement avec beaucoup de frustration et une incompréhension entre les élus et la population, surtout si les élus ne les accompagnent pas. Alors, si on vous écoute tous, vous estimez que cette départementalisation a été bien expliquée à la population. Je vous propose d'ailleurs de regarder ce sujet qui était tourné lors de la campagne pour la départementalisation, où on voit un peu l'ambiance à l'époque, autre temps, autre mœurs, rien à voir avec le Shanghai de la semaine dernière. Le jardin de l'hôtel de ville de Djaoudji l'Abattoir est plein comme un œuf dans cet avant-dernier congrès du comité de pilotage pour le oui à la départementalisation de Mayotte. Un renfort de poids vient s'ajouter à une mobilisation plus déterminée que jamais. L'ancien député de Lille, Henri Jean-Baptiste, et le sénateur du Calvados, Jean-Léonce Dupont. Sur la tribune, les discours s'enchaînent mais gardent toujours la même signification, la même sensibilisation. D'après les orateurs, dire oui massivement à la France en choisissant la départementalisation, c'est renvoyer l'opinion comorienne à ses chères études dans son souhait de voir échouer un processus attendu par les Mahorais depuis plus d'un demi-siècle. Et les réactions semblent bien clarifier le choix des électeurs. Les Mahorais se sont rassemblés en masse et c'est l'ambiance totale. Aujourd'hui, je pense que tout Mahorais qui se sent français aujourd'hui doit voter pour le oui le dimanche prochain. Comme tout le monde, je vais me présenter au bureau et tout le matin. Dès 7h du matin, je serai au bureau et je vais voter pour... Vous savez bien. Je suis agréablement surpris du nombre de gens qui sont ici aujourd'hui. Et ma décision est déjà prise, comme tous les Mahorais d'ailleurs. Ce sera oui à 99%. Dans cette ferveur populaire, l'annonce du oui au soir du 29 mars laisse présager un pourcentage considérable dans une cause qui n'est pas loin sans doute d'être acquise. Mais certains supporters du oui présents à cette manifestation préfèrent retarder leur euphorie jusqu'à l'annonce du résultat final.
Une manière de dire qu'il faut d'abord tuer l'ours pour pouvoir vendre sa peau. Alors, Ahmed Atoumani Douchna, vous avez fait cette campagne justement pour la départementalisation. Et là, par exemple, on dit dans le sujet, les discours consistaient juste à dire, oui, département est égal à s'éloigner des Comores, avoir une sécurité à ce niveau-là. Et d'un autre côté, vous nous dites que vous avez pris le temps d'expliquer aux gens ce que ça relevait. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans une collectivité. La question du référendum nous dit, on nous parle de transformer Mayotte en une collectivité unique appelée département. Collectivité unique a un sens bien précis, c'est-à-dire département et région. Et le département, c'est quelque chose de différent. Est-ce que vous avez pris le temps d'expliquer aux gens ce que c'était qu'une collectivité unique et la différence avec un département? Ce que je voudrais dire, madame, c'est que d'abord, la départementalisation est un processus qui était très long. Et ça a été fait, ça, effectivement. Celui qui m'a précédé l'avait précisé, mais j'en ressens le besoin de le préciser encore. C'est quelque chose qui a commencé depuis 1958. Et donc, dans l'histoire de Mayotte, toutes les générations qui ont eu à s'exprimer le 29 mars 2009 étaient baignées par cette envie de la stabilité, d'avoir cette départementalisation. Au début, la seule ambition qui était dans la tête de l'ensemble des Mahorais était d'en finir avec l'instabilité politique. Excusez-moi si je reviens s'éloigner des Comores. Oui, s'éloigner des Comores. Oui. Et de là, cette population n'attendait pas beaucoup de choses. Il y a la jeune génération que nous constituons maintenant, là, qui, à l'époque, qui était la jeune, qui aspirait à d'autres choses, qui voyait au-delà de ce statut, de cette appellation département, autre chose. L'égalité avec la métropole, l'égalité sociale, un peu plus de développement économique sur le plan politique et administratif, qu'il y ait des changements dans la vie de nos fonctionnaires, dans la vie de nos pêcheurs, dans la vie de nos agriculteurs qui n'avaient pas de statut. Mais la plupart de ceux qui nous suivaient nous disaient, et moi j'ai eu cette opportunité de mener la campagne. Encore, je profite de l'occasion pour dire que cet événement que vous avez vu là, que vous nous avez fait revivre, était bien préparé. Il y avait un comité, pour revenir encore à cette histoire, je m'adresse à mon ami très cher qui est là en face, il y a eu de longues préparations. Si on avait autant de monde qui se réunissait, si on avait autant d'enthousiasme, de personnes qui adhéraient à cette... et qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas de bagarre pour les prises de parole, c'est qu'il y avait des préparations qui se faisaient vraiment en amont. Et ce qui a manqué, la dernière fois, si vous me permettez, de faire ce parallèle. Donc, la population savait ce qu'il voulait. Et quand on dit que la population était menée en bateau, ce n'est pas ça. La population savait ce qu'il voulait. Elle nous disait d'ailleurs très souvent, écoutez, n'allez pas là-bas raconter des histoires. Nous, ce qu'on veut, c'est la départementalisation. Donc vous estimez que vous avez rempli votre mission? Moi, personnellement, j'estime avoir rempli ma mission. Maintenant, est-ce que j'ai eu toutes les attentes que moi, personnellement, j'avais? Non, parce que ma génération était celle qui voulait aussi voir l'égalité sociale. D'ailleurs, au lendemain de la départementalisation, moi, j'ai dit que maintenant, ce que nous attendons, ce sont les revendications égalitaires. Je savais, et c'était tout à fait normal, qu'une fois français, que ce cadre politique, institutionnel, juridique, tout ce que vous voulez planter, il était normal que les Mahorais revendiquent plus d'égalité avec leurs concitoyens métropolitains et ultramarins. Ibrahim Aboubacar, vous avez aussi travaillé sur cette question. Donc, vous aussi, vous reconnaissez que ce statut devait être amélioré quand même avec un travail qui doit être fait par les politiques suivants. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai traversé toutes les étapes de ce processus. Et ce que je peux vous dire, et ce que je peux dire à la population mahoraise aujourd'hui, c'est que sur le contenu de la départementalisation, il n'y a jamais eu d'entente entre les élus de Mayotte et l'État. Il faut le dire, cela. Ce que M. Zaidani disait. Mais moi, je vais vous le dire en tant que personne qui a vécu les négociations. Lorsque
en 2008, nous avons travaillé sur le pacte pour la départementalisation et que nous avons fait notre travail localement ici, qu'on a rendu notre copie au gouvernement, à M. Fillon en septembre quand il est venu à Mayotte. On ne l'a plus jamais revu. En décembre 2008, on nous a donné le pacte à l'Élysée sur la table. À l'évidence, ce pacte ne satisfaisait personne. Mais lorsque nous, la jeune génération, avions voulu discuter du contenu du pacte, nos aînés nous ont expliqué, comme dit Douchna tout à l'heure, la priorité c'est d'avoir d'abord la départementalisation, le reste on verra après. Plus tard, lorsque le projet de loi est venu au Conseil général pour avis, parce que parfois ça vient pour avis quand même, d'un point de vue législatif, pour avis. Et lorsque le Conseil général a donné un avis négatif, c'était la première fois où le Conseil général avait osé donner un avis négatif à l'unanimité sur un texte de cette ampleur. Où nous nous sommes mis d'accord. La loi organique. La loi de 2010 sur la départementalisation de Mayotte, les deux lois. Mais ce qui est dit aujourd'hui, les insuffisances de la loi, l'insuffisance de la dimension régionale, les dotations, etc., c'était les raisons pour lesquelles nous avons émis un avis négatif. Dans ce cas-là, si on vous écoute, ça veut dire que vous n'avez pas été capable d'expliquer ça à la population? Non, c'est d'où la défiance actuellement envers le discours politique. À un moment donné, les gouvernements successifs nous signifiaient que c'était des choses à prendre ou à laisser. Et donc, il fallait choisir entre accepter les propositions des gouvernements en l'état et prendre la départementalisation ou bloquer les processus. Et la classe politique, dans sa globalité, a privilégié la sécurité de la départementalisation. Et pour reprendre l'expression de nos aînés, on aura le temps après d'engager le combat pour l'égalité sociale. C'est de cette manière-là que tous ces processus se sont... moi, ce que je regrette, c'est que même si nous avions collectivement, parce que dans un combat collectif, une fois qu'on a parlé entre nous à l'intérieur, nous devons parler d'une même voix à l'extérieur. C'est-à-dire que lorsque nous avons adopté cette hiérarchie des priorités, parce que dans un combat, il faut toujours avoir des priorités. Lorsque la hiérarchie de la priorité numéro 1, c'était d'obtenir la départementalisation, ce que l'on peut regretter, c'est qu'on ne s'est pas assez battu sur les contenus des documents. Mais on connaissait la position de l'État du progressif et adapté sur une génération de 20-25 ans. On ne s'est pas assez battu. Et si on ne s'est pas assez battu, c'est qu'il n'y avait pas d'unité localement pour mener ces combats-là, quelle que soit l'étape du combat. Là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais j'espère que vous les lirez bientôt. Juste vous rapidement, parce que moi, j'essaie de comprendre. Aujourd'hui, la population ne croit plus en ce discours politique, notamment à cause de cet héritage. Du coup, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas été fait, qui aurait dû être fait? L'explication a été donnée. Moi, j'estime que lorsque on a eu la campagne, mais dans ce cas-là, la population a été, mais on ne voulait pas. On parlait des impôts qui allaient venir, on parlait de tous les problèmes fonciers qu'on allait rencontrer, mais on disait, on s'en fout. Nous, on sait que partout, la population le disait, partout on paie des impôts. Donc les gens avaient tellement compris qu'ils n'avaient pas la patience d'écouter. Mais ce que je voulais dire, pour enchérir un peu ce que dit Ibrahim, quand on a eu, après le vote de la consultation, on a eu un texte qui nous a été proposé au Conseil départemental, on était tous contre. Mais on a rendu un texte l'après-midi, même pour dire qu'on était contre. J'ai été le déposer vraiment à la préfecture parce que c'était tellement important pour vous dire que le préfet n'était pas, de façon, ce n'est pas le préfet qui reçoit ça, il y a quelqu'un qui met le cachet comme quoi c'est arrivé et on l'a envoyé au ministère le même jour. Qu'est-ce qui est arrivé? Le préfet a appris de Paris que Mayotte a répondu non. À l'unanimité, c'était un coup de fil. À 21h, qu'est-ce que vous avez fait, Monsieur le Président? Qu'est-ce que vous avez fait avec vos élus? Et du coup, c'était vraiment le coup de tonnerre, un gros séisme qui a mobilisé le gouvernement. On a eu un retour d'un préfet qui était ici, vous vous rappelez bien, Denis Robin, qui était ramené sur place à Mayotte parce qu'il était connu pour... il connaissait mieux les Mahorais, donc il avait pour mission de venir nous reconsulter, nous ramener à la raison, comme si on avait perdu raison,
pour vous dire tout simplement qu'effectivement, entre la population et l'État, on n'avait pas le même discours. C'est-à-dire que nous, on savait très bien ce qu'on voulait. Mais là-bas, ils avaient aussi compris le message qui leur avait été lancé par les anciens. Permettez-moi de les appeler comme ça. Donc vous reconnaissez qu'il n'y avait pas le même discours devant la population. Donc les élus que nous étions, à mon avis, n'avaient pas menti à la population. On a fait le devoir, on a expliqué à travers nos campagnes les conséquences de la départementalisation, ce que nous attendions de cette départementalisation. Mais quelqu'un qui ne veut pas entendre, vous ne pouvez pas lui expliquer. Mahmoud Azziari, une réaction, les Mahorais n'ont pas voulu entendre. Aujourd'hui, ils s'en prennent à des élus sans qu'il y ait vraiment des motifs pour le faire. Mais d'abord, je suis vraiment content d'entendre le président Douchna, le député Aboubakar, parce qu'il parle vraiment là à cœur ouvert. Et ce n'est pas tous les jours. Et c'est très important ce qu'ils disent. C'est pas tous les. Je parle toujours à cœur ouvert. C'est pas tous les jours que les élus de Mayotte osent dire des choses comme ça. La preuve, ça fait longtemps que je suis ces affaires-là. Les détails que vous donnez là, je ne les ai jamais entendus. Mais ce matin, en préparant cette émission, j'ai lu les 2 lois organiques. Pas celui avec la Nouvelle-Calédonie. Enfin, il y a celui avec la Nouvelle-Calédonie, il y a celui spécifique au département de Mayotte. Effectivement, j'ai vu les germes de toute cette situation. Il se trouve qu'il faut pousser l'analyse un peu plus loin et dire les choses. Il y a un reportage ça s'appelait Antenne 2 à l'époque, France 2, de 1976, où on voit Marcel Henry, filmé là à la jetée de Dzaoudzi, en train de dire nous, ce qu'on veut, c'est juste la sécurité avec la France. Et accessoirement, il dit, revisiter le truc, accessoirement, si la France pouvait donner un peu de bien-être à cette population, ce serait bien. Et le journaliste lui demande, enfin un peu, beaucoup, parce que les besoins sont nombreux ici. Il ne faut pas trop en faire, juste un peu. Mais ce qui importe pour nous, c'est la sécurité. Et je pense qu'une génération a mené le combat exactement à l'identique, sans trop se poser de questions, sans même regarder les enjeux du 21e siècle, au moment où on était déjà au 21e siècle, là je parle de 76, et en disant, puisque nos aînés faisaient ça, et aujourd'hui encore on entend ce discours, on va faire exactement comme nos aînés. Et tout le monde s'est concentré sur la départementalisation. Mais moi je vais ajouter une chose. Personne à Paris ne voulait départementaliser Mayotte. Personne. Il se trouve qu'en ce début du XXe siècle, déjà, beaucoup d'études se font sur les espaces marins, etc., les richesses des fonds sous-marins, tout ça. C'est devenu la mode avec l'économie bleue, la croissance bleue, etc. La France s'intéresse globalement à l'océan Indien et Mayotte n'est plus juste un point d'attrait singulier, mais c'est tout l'océan Indien. Première chose. La deuxième chose, c'est que Nicolas Sarkozy, comme beaucoup d'autres présidents, notamment Macron aujourd'hui, veulent jouer un rôle à l'international. Et tous les ans à l'Assemblée générale des Nations unies, la France est condamnée. Et ça embête énormément la France. Or, les Mahorais disent, ce qui va nous ancrer dans la France, c'est le statut de département. Ancré dans l'esprit, dur comme fer. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nicolas Sarkozy dit, moi je vous donne la départementalisation, vous vous sentirez sécurisé. Et dans sa tête, il n'y avait que ça. Vous vous sentirez sécurisé. Que le mot département. Et dans le même temps, et vous deux, vous êtes au courant, dans le même temps, il a demandé à tout le monde ici, allez négocier avec les Comores, discuter avec eux, et vous allez créer un truc qui va s'appeler la communauté de l'archipel, ou Djama, vous aurez une constitution, les élus de Mayotte et des Comores vous retrouverez tout le temps, vous bavarderez, vous mettrez d'accord sur certains enjeux de notre région. Vous confirmez, M. Douchna, cette histoire ? Et aux Nations Unies, probablement, les Comores vont nous laisser tranquilles. Ça, c'est la mentalité de Nicolas Sarkozy. Je rappelle qui est Nicolas Sarkozy, parce que mine de rien, c'est la France, avec ses manières, ses enjeux, ses intérêts. Sarkozy, c'est quand même celui qui a contribué à virer Kadhafi, soi-disant pour ces histoires de francs CFA. C'est quand même celui qui a contribué à virer Gbagbo, parce que Gbagbo commençait à vouloir être trop indépendant, etc. Et c'est Sarkozy qui dit ça. Donc tout le processus qui a constitué un peu à les infantiliser, parce que c'est le mot que je voulais utiliser. Regardez une chose.
on vous demande de choisir une collectivité unique. Aujourd'hui, la collectivité unique de Martinique s'appelle collectivité territoriale de Martinique. La collectivité unique de Guyane s'appelle collectivité territoriale de Guyane. Mais à Mayotte, on ne pouvait pas s'appeler collectivité territoriale de Mayotte, parce qu'avant la collectivité départementale, qui était encore un leurre, on s'appelait collectivité territoriale, et les gens penseraient qu'on retourne en arrière, donc il faut absolument l'appeler département. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Puisque vous vous appelez département, alors on va vous donner que les moyens du département, vous allez vous satisfaire de ça, et vous nous laissez tranquilles. Et c'est exactement ce qui s'est passé, et qu'on retrouve dans le rapport que j'ai... Du coup, aujourd'hui, pour régler cette histoire, pour régler justement ces problèmes au niveau des institutions, le Conseil départemental a lancé ce fameux toilettage institutionnel. Et justement, on nous explique que ce toilettage l'objet n'est pas un changement statutaire, mais plutôt des modifications visant à consolider le département, à acquérir tout ce qui justement n'a pas été obtenu, notamment aller vers cette collectivité unique. Vous n'êtes pas d'accord avec cette... Il y a juste une petite réponse. Si, Président, oui, allez-y, monsieur. Oui, rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Parce que moi, je crois que c'est très important que la population comprenne une chose. On ne pouvait pas, d'une part, accepter l'appellation collectivité territoriale parce qu'on l'a été. Et pour nous, ici... C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Mais non, tout simplement aussi, pour nous, pour la plupart de la population, alors qu'on savait très bien, par exemple, que la collectivité départementale nous aurait parfaitement convenu, mais tout le monde pensait que c'était la départementalisation qui était importante. Pour ce qui est de relations avec les Comores, moi j'ai une autre lecture par rapport à ça. Je pense, pour avoir été aussi associé à des discussions, notre député qui était conseiller départemental était aussi associé, je crois que c'était... Parce que tout le monde le sait très bien, il n'y avait que Sarkozy qui voulait, parce qu'il avait fait une promesse à la population, mais tout le monde sait très bien que même son parti n'était pas à 100% avec. Il avait une grosse partie qui traînait, de l'UMP, qui traînait les pattes, qui ne voulait pas de cette départementalisation. Et pour les Comores, c'est un problème géostratégique, géopolitique très important. Il fallait très bien, pour moi, c'était une ruse, pour faire taire un peu les velléités comoriennes, il fallait créer un espace d'échange qui les calme. Donc nous avons été consultés, moi personnellement je l'ai été consulté pour la mise en place du GTHN, si c'était quelque chose d'abordable dans les explications qu'on m'avait données, sauf à dire que si vous dites... On a bien compris. J'aimerais maintenant qu'on parle de ce qui se passe actuellement, notamment et aussi de l'avenir. Daniel Zaidani, je reviens sur ma question. On nous parle justement de la nécessité de réviser ce statut, de réviser cette départementalisation pour pouvoir avoir aussi le statut les moyens aussi de la collectivité unique. Vous, à votre époque, vous n'avez pas jugé nécessaire de le faire? Je ne vais pas refaire le Kalawadala que nous avions fait il y a un an ici avec le président Swabadine, mais très clairement, nous n'avons pas du tout la même lecture des choses. J'ai énormément étudié les deux textes de la départementalisation et je peux vous dire que Mayotte est bien une collectivité unique qui a les compétences de région et de département. Maintenant, soyons bien clairs, jusqu'en 2014, les moyens financiers de la collectivité départementale provenaient exclusivement des recettes fiscales et douanières. Le bouleversement fiscal qui est intervenu en 2014 nous a conduit vers un système de droit commun, donc encore une fois un pas de plus dans la départementalisation, puisque la départementalisation c'est un processus, mais il convient de constater que lorsqu'on regarde la totalité des recettes que nous avons toujours eues au sein du conseil départemental, cette bascule fiscale aurait dû déjà dans un premier temps se faire avec une égalité de moyens correspondants. Nous avons perdu dans cette bascule fiscale 20 millions d'euros en termes de recettes. Le président actuel n'a pas défendu le conseil départemental pour les préserver. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas de moyens pour faire la région? Non, la réalité, c'est que la question des ressources
de cette collectivité unique n'a jamais concrètement été posé. Le travail qui est fait actuellement par le sénateur Thani Mohamed et le travail qui est fait actuellement, il ne sert à rien donc. Le travail qui est fait actuellement ne fait pas non plus avancer les choses plus que ça. Parce que lorsque, dans ce document, je constate qu'on dit qu'il doit avoir 90 millions d'euros de dotation, ça correspond à quoi précisément et à quelles compétences précisément? C'est ça. Quand il y a 2 ans, l'État avait proposé 1 million d'euros pour une aide pour la région, c'était notamment pour la formation, 1 million d'euros, le président a adopté ce rapport. J'étais le seul à m'y opposer, parce que ce n'était pas une ressource suffisante. Et pourtant, il a adopté ce rapport avec sa majorité. Aujourd'hui, moi, ce que je constate dans ce toilettage, ce n'est pas pour améliorer la vie du Conseil général, c'est pour arranger la vie des élus du Conseil général actuellement, c'est tout. Parce que je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, alors qu'on demande à être une région plus forte, on veut se séparer de notre compétence du port qui nous permet d'avoir aujourd'hui 6 millions d'euros de recettes. Et dans le même temps, on se refuse, comme cela a été le cas hier lors de la séance plénière, de baisser les taxes foncières qui permettraient de donner un peu de souffle à la population, mais on les maintient au niveau actuel et en même temps, on demande à l'État de nous retirer la compétence sur les ports avec la recette de 6 millions d'euros que nous bénéficions actuellement. Bon, j'ai bien compris que vous n'êtes pas d'accord sur la nécessité de cette révision. De la même manière, dites-moi quel est l'intérêt ou qu'est-ce qu'on a à gagner de plus par rapport à ce que nous avons aujourd'hui dans ce texte de loi lorsqu'on dit que le STM sera dorénavant géré par l'État. Que le port de Mayotte sera géré par la Réunion. Je ne vois pas en quoi ce toilettage apporte un plus à la population mahoraise et au Conseil général. À aucun moment dans ce texte de loi, nous parlons de la compétence des écoles, c'est-à-dire lycée et collège. À aucun moment dans ce texte de loi, nous parlons des routes nationales. Donc tout ça, ce sont des compétences régionales que nous ne demandons pas dans ce texte. Le seul élément probant, évolutif, qui apporte quelque chose, c'est effectivement le changement du mode électoral. Ce changement de mode électoral, je l'avais demandé effectivement parce que dès 2012, le gouvernement à l'époque envisageait la fusion des collectivités et à ce moment-là, un débat était ouvert pour savoir quel type de collectivité et quel mode d'organisation nous voulions. Et nous avions convenu à l'époque que nous voulions un mode régional qui était plus simple pour déterminer un président et plus simple pour organiser une majorité. On a bien compris. Le problème actuellement, et si vous laissez-moi continuer. Je termine juste. Le problème actuellement, parce que le temps passe très vite, on n'a plus le temps. Je n'ai pas parlé avant. Oui. Le vrai problème maintenant sur ce toilettage, c'est que c'est un dialogue unique entre le président du conseil départemental et Thani. À aucun moment, les conseillers du département ont été interrogés sur les points qui constituent ce toilettage. Et ça, c'est une honte parce que aujourd'hui, on est prêt à chambouler de manière significative le conseil départemental sans interroger les conseillers départementaux. C'est extrêmement grave. Un dialogue unique. Le problème actuellement, c'est que du coup, les collectifs sont venus se rajouter à ce débat, ce qui a rendu un peu tout ça un peu inaudible. Et on a l'impression que les élus sont un peu tombés dans leur propre piège. Pendant longtemps, on a agité le drapeau rouge de la menace comorienne sur Mayotte pour inciter les Mahorais à voter sans vraiment savoir de quoi il en retournait. Aujourd'hui, on a certains membres aussi du collectif qui agitent ce drapeau rouge de la menace comorienne pour aller à l'encontre de cette révision ou d'un quelconque changement concernant ce statut du département. Est-ce qu'il n'y a pas justement un problème? Il ne serait pas temps de lancer un vrai débat sur cette question et ne pas laisser le collectif s'en emparer? Je disais dans mon introduction au début de cette émission que ce processus a été caractérisé par des malentendus et des occasions ratées. On est à nouveau face à ces malentendus et ces occasions ratées. Moi, je voudrais là encore être clair, peut-être que je suis un peu plus libre parce que je ne suis plus dans le champ politique actif aujourd'hui de dire un certain nombre de choses. La notion de progressif est adaptée. Tout le monde la connaît ici. C'est ce point-là qu'il faut développer si on veut dire les choses, madame. Du point de vue de ceux qui disent cette chose-là à Paris,
Progressif et adapté, ça veut dire, ils disent officiellement, il ne faut pas perturber l'économie mahoraise, il ne faut pas perturber la société mahoraise, il ne faut pas perturber les mœurs mahoraises, etc., etc., etc. Mais tout ça, c'est du pipeau. La réalité du contenu du progressif et adapté vu de là-bas, et la Cour des comptes l'a dit, c'est que ça permet de ne pas dire la trajectoire financière de construction de la départementalisation. Ça permet de renvoyer la trajectoire de l'égalité sociale à une génération 20-25 ans. Et aujourd'hui, le débat avec... Et ça permet de dire à la partie comorienne, voyez-vous, on n'éloigne pas trop Mayotte de votre environnement, on préserve l'avenir pour vous réunir le moment venu. C'est ce progressif et adapté qui est d'une ambivalence mortelle pour nous. Alors que vu du côté de la population, on a vendu à la population les juristes, voilà, qui expliquaient que ce n'était pas possible de départementaliser Mayotte. On a vendu à la population, c'est que la population ne peut pas s'intégrer d'un coup dans le droit commun et qu'il faut y aller par étapes. Pourquoi on ne vous entend pas plus souvent expliquer ça à la population? Je le dis tout le temps, reprenez toutes mes interventions contre mes concurrents auparavant, je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, dans le débat sur cette révision... Mais ce n'est pas relayé parce que ça ne fait pas plaisir à entendre. Tout le monde savait... À qui ça ne fait pas plaisir? À tous ceux qui n'ont pas envie d'attendre. Tout le monde savait que l'égalité sociale n'était pas dans le pacte. Tout le monde savait que l'égalité sociale était renvoyée à 20-25 ans. Dans les débats à l'Assemblée nationale, moi j'ai ici... On a bien compris ce qui s'est passé à l'époque, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est le moment de régler ce problème. Mais aujourd'hui, vous avez entendu ce que le président Macron a répondu à la délégation mahoraise à Paris récemment, qu'il y a un calendrier sur une génération, je ne sais pas, le grand débat, il a repris les mêmes considérations de temps. Donc ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a un combat à mener, un combat social, il y a des droits à gagner. Ces droits à gagner ne seront jamais octroyés par l'État, ces droits à gagner seront arrachés par les gens qui luttent dans le social. Finalement, vous êtes en train de nous dire que c'est le collectif, la solution c'est les collectifs, parce que les politiques ne le font pas. Non, la solution, moi, je ne vais pas laisser terminer. Monsieur Zaïdani nous explique que les politiques sont en train de se battre pour augmenter le nombre d'élus, pour des choses qui les arrangent au niveau politique. Mais je vais vous dire, madame, c'est tellement vrai que lorsque tout le monde a vu cela dans le pacte, toute la classe politique mahoraise a refusé que la question porte sur le pacte. On a fait campagne sur la départementalisation et non pas le pacte. Et c'est le préfet de l'époque, chers collègues, qui faisait la tournée des villages pour aller expliquer le pacte parce que nous étions tous hostiles au pacte. Maintenant, sur la question institutionnelle, mais le temps est court et vous mélangez beaucoup de choses et on ne nous avait pas dit que ça portait sur ça aujourd'hui, il y a une confusion totale dans la tête des gens dans ce que j'entends dire. C'est-à-dire ? J'entends des gens dire qu'on invente une collectivité nouvelle, j'entends les gens dire qu'on remet en cause la départementalisation, j'entends les gens dire que ce processus va régler les problèmes des financements de Mayotte. Tout cela, c'est du pipeau. Tout cela, c'est du pipeau. On est déjà en collectivité unique. Merci. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, Daniel, c'est qu'il faut la clarifier. Mais ce n'est pas le travail qui est en train d'être fait. C'est un travail d'achèvement, mais il y a des maladresses de forme et des maladresses d'explication parce qu'il y a des gens qui ont voulu s'approprier ces choses-là. Alors ça a été discuté dans le document stratégique Mayotte 2025, ça aurait dû être fait collectivement. Ce fameux tête-à-tête entre Tani et le président du département. Certains ont voulu s'approprier cela et la pédagogie a été mauvaise. Mais pourquoi il faut achever cette départementalisation, madame? C'est que nous avons été les premiers à avoir hérité de manière obligatoire, on ne l'a pas choisi, cette collectivité unique. Après, nous avons vu comment elle a été normalisée en Martinique et en Guadeloupe. C'est la même. Parce que j'entends... Le temps passe très vite, excusez-moi de vous couper la parole. Monsieur Douchina, on a bien compris. Non, on y est déjà, finalement, on comprend le problème actuel. On nous dit que c'est ce tête-à-tête avec le président du conseil départemental et Tani. Vous êtes au conseil départemental. Oui, je suis conseil départemental. Vous n'avez jamais été associé à ce travail-là. Pourquoi on ne vous entend pas plus sur ce travail? Une chose que je voudrais vraiment souligner, il est vrai qu'effectivement, par rapport au processus de la départementalisation, il y a eu beaucoup plus de débats, de concertation. À l'époque, j'avais mis en place un comité de réflexion pour la départementalisation qui avait compris tous
les partis politiques de l'île. Y compris la société civile. Y compris la société civile. Ça, aujourd'hui, ça manque. Mais oui, c'est la méthode. Ça, je le déplore. Il n'y a rien à dire, c'est déplorable. Mais qu'on me dise que c'est pour le confort des élus, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que on a toujours revendiqué. Moi, à l'époque aussi, j'avais revendiqué... Ce qui est fait actuellement, est-ce qu'il y a un volet social, est-ce qu'il y a un volet économique, est-ce qu'il y a tout ça? Non, c'est pour ça que je pose la question. mais les préoccupations de la population, est-ce qu'on les retrouve aussi? Ce ne sont pas des choses institutionnelles. Ce ne sont pas des choses institutionnelles. Je dis que ça a aussi le mérite. Quand je regarde le texte, bon, c'est sûr, il y a des parties qui ressemblent à une usine à gaz, toutes les petits comités qui sont mis en place. Mais je crois que ce parachèvement du statut mérite d'être posé sur table, que ça soit discuté. Il y a des choses qu'on n'aura jamais ici tant que ce n'est pas écrit. Le Mzungu dit les paroles s'en vont et les écrits qui restent. Et je crois que nous avons été pas suffisamment exigeants. On n'avait pas tout à fait non plus la latitude pour le faire au moment de la rédaction du statut, qui n'a jamais été fait vraiment d'une manière sérieuse. Mais si aujourd'hui nous manquons de beaucoup de ressources, c'est que ça n'a été couché nulle part, ça n'a été écrit nulle part, et que ce texte de Tani, à mon avis, a ce mérite d'aborder le problème. Est-ce qu'il est parfait? Est-ce qu'il est parfait? Est-ce qu'il est complet? C'est là où je rejoins les autres pour dire que le manque de concertation fait qu'il ne peut pas être approuvé par tout le monde. Mahmoud Aziari, aujourd'hui, on entend toute cette cacophonie politique, vous êtes divisé, on entend cette cacophonie politique. Il faut que je donne mon point de vue quand même. Le collectif arrive à ce moment-là et vient nous parler de menaces, de retour aux Comores, etc. On vous accuse, vous, collectif, justement, de profiter de la situation, de cette désunion un peu entre les politiques, pour réinventer en quelque sorte l'histoire, menacer, créer des histoires de retour aux Comores, etc. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ceux qui vous accusent d'utiliser ça pour discréditer encore plus les politiques? Moi, j'ai même pas envie de parler de ces histoires de Comores, tout ça. Pourtant, c'est le discours actuel du collectif. Non, c'est pas parce qu'à un moment donné, Estelle est partie là-bas que vous allez considérer que ce qu'Estelle a dit m'engage ou engage d'autres comme Silla, etc. Donc, tout le monde n'est pas d'accord sur ça. Non, je peux avoir un point de vue en tant que citoyen, et j'ai vraiment bien aimé ce que Ibrahim a dit, et je suis content qu'il le dise. Parce que moi, je donne un nom à ce qui se passe ici, et à mon avis, ce truc-là devrait aller en Europe un jour. Ce qu'on est en train de nous faire ici, ça s'appelle de la discrimination. Et les Outre-mer subissent beaucoup de discrimination, c'est de la discrimination. On est français depuis 1841, on peut très bien admettre qu'on était une colonie à partir du moment où on quitte le statut de la colonie. Colonie, c'est-à-dire il y a un dominant et un dominé, et qu'on rentre dans un ensemble national, qu'on vous explique que vous n'êtes pas des êtres humains accompli et que pour certaines prestations, vous devez attendre 36 ans, ça s'appelle de la discrimination. 35-36 ans, ça s'appelle de la discrimination. Je vais vous donner un exemple très simple. Nous, on est en Outre-mer, donc dans les régions ultra-périphériques. Okay? Les Anglais disent ça, outermost regions, parce que c'est très loin. On nous les oublie tellement ils sont loin. Mais en Allemagne, il y a quelques années, vous avez la RFA, la République fédérale d'Allemagne, et la RDA, communiste, la RFA, Europe occidentale. Communiste, pauvre, avec des structures pas bien, très en retard. Allemagne de l'Est, avec les pays de l'Europe de l'Est, et puis Allemagne de l'Ouest, la plus grosse puissance de l'Europe. En 5 ans, l'Allemagne de l'Ouest a réintégré l'Allemagne de l'Est, et aujourd'hui, ça n'a pas pesé sur le budget. L'Allemagne reste la plus grande puissance économique de l'Europe, malgré le fait qu'ils ont intégré ce pays et les ont amenés au niveau où l'Allemagne brille. Mais pourquoi les petits pays, les petites îles éparpillées dans un espace maritime très très profitable à la France, puisqu'on dit que l'avenir de la Terre est au fond de la mer, parce que tout le monde cherche aujourd'hui, à travers les stratégies de l'économie bleue, à aller chercher des richesses dans la mer. Donc tout le monde sait que l'outre-mer va constituer la plus grosse richesse de la France. Pourquoi la France continue à avoir ce mépris pour les Outre-mer?
Tout est là. Je voudrais ajouter une deuxième chose. On est en train de parler de statut. Mais en statistique, en économie, en mathématiques, dans tout ce que vous dites, tout ce qui se ressemble, s'assemble. Si, je le dis bien, on me dit, oui, je suis indépendantiste, je ne sais pas quoi, mais je suis le meilleur allié des départementalistes, des gens qui veulent être dans la France. Pourquoi? Parce que si Mayotte lutte pour son développement, étant dans les revenus, dans la consommation, dans la santé, dans l'éducation, dans tout, à aller vers les standards européens qui sont mesurables aujourd'hui à partir des indices de PNUD, etc., alors on sera considérés comme des Français, des Européens. Si Mayotte continue à s'enfoncer dans le sous-développement, comme c'est le cas aujourd'hui, alors le profil qu'on aura, c'est celui de nos voisins, en particulier les Comores. Alors dans ce cas-là, quelle est la solution? Est-ce qu'il faut aller par justement cette réforme que propose Tani? La réforme de Tani, je vous l'ai dit tout de suite, j'ai dit Tani fait joujou. Tani a des ambitions personnelles, il veut les atteindre, il veut que quand Macron vienne ici en juin, il ait bouclé l'affaire de façon à ce que Macron vienne citer son nom ici et qu'éventuellement cette loi porte son nom. Il est en train de jouer avec ça parce que s'il ne jouait pas avec ça, à partir du moment où il voit qu'il n'y a pas encore consensus, il mettrait un peu le haut là en attendant que le consensus se fasse avant de déposer le texte. Or, il s'est précipité parce que lui-même a un calendrier qui lui est personnel. C'est mon avis. Pour vous, c'est la raison de ce cafouillage, Daniel Zaïdani? Une réaction? Le cafouillage, c'est ce que vous avez dit. Nous n'avons pas le même avis sur ce texte. Et cet avis, nous ne pouvons pas avoir le même avis parce qu'on n'a pas été consulté. On ne peut pas faire une évolution institutionnelle du conseil départemental sans interroger officiellement les conseillers. Nous avons des séances plénières, nous avons des commissions permanentes. À aucun moment, le président Swabadine a amené le texte de loi pour qu'on en débatte, pour que les partis qui sont au sein du conseil départemental donnent leur avis. Je vous ai expliqué le cas du STM qui va être rendu à l'État. Je vous ai expliqué le cas du port qui va être co-géré à La Réunion. Moi, aujourd'hui, la régionalisation que ce texte prépare, c'est une régionalisation France-Océan Indien dans lequel on va faire siéger les élus de Mayotte avec les élus de La Réunion pour organiser le port. C'est la France de l'océan Indien que l'État défend, celle qui fait faire des économies et qui n'arrange pas les Mahorais, mais qui arrange La Réunion. Ce texte de loi, c'est pour ça que je le dénonce. Mais malheureusement, si on devrait pouvoir le dénoncer entre nous, élus, dans un cadre clair. Mais aujourd'hui, on ne peut pas présenter une évolution institutionnelle sans consulter les élus au minimum, à défaut de consulter les populations. C'est pour ça que je dis que c'est un document qui correspond simplement à la pensée d'Ibrahim Swabadine et de Ramadani, non, mais pas Ibrahim Aboubakar, Swabadine et de Tani. C'est ça la réalité. Ce que nous avons besoin, et c'est ce que la population demande en réalité, c'est pas ce toilettage institutionnel. Ce qu'elle a besoin, c'est d'une loi de programmation pour définir ce dont nous parlons depuis tout à l'heure, cette progressivité et cette adaptation sous combien de temps et quel texte de loi, avec quels moyens. C'est ça. Et la vraie difficulté, c'est qu'effectivement, les changements de députés, notamment, et de parlementaires à Mayotte, ont des conséquences graves. Parce que, effectivement, en 2009, on parlait du pacte pour la départementalisation, on avait une approche, une durée, mais on n'avait pas de moyens. Il aurait fallu que sur le mandat suivant, c'est-à-dire à partir de 2012, on définisse une loi de programmation. Ibrahim Aboubakar n'a pas eu le temps de la terminer, puisqu'on a parlé de Mayotte 2025. Pareil, on a parlé d'un cadre, on a parlé des besoins, mais il y a eu la loi d'égalité réelle, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Des nouveaux parlementaires arrivent aujourd'hui, tout le travail passé a été... On n'en parle plus, vous n'entendez plus parler de Mayotte 2025, et là... On nous parle de oui, on ne parle plus de cette loi, mais là aujourd'hui, on vous parle d'un toilettage que personne ne demande. On demande une loi de programmation, et cette loi de programmation, elle va venir peut-être en fin de mandat, mais elle ne sera pas encore votée. Et là, ça fait déjà 10 ans que Mayotte ne bénéficie pas de loi de programmation, n'a pas de cap. Et c'est pour ça qu'en introduction, je vous avais dit que les élus, pourquoi sont-ils
autant en décalage avec la population, c'est parce que depuis 2015, les élus, notamment du conseil départemental, ceux qui sont là tous les jours à Mayotte, je ne parle même pas des parlementaires qui sont en métropole, mais ceux qui sont là tous les jours, ne sont pas avec la population, avec les syndicalistes, lorsqu'ils demandent des avancées sociaux ou des avancées dans le code du travail, et qui demandent des avancées dans leur vie de tous les jours. On a bien compris. Et fondamentalement, la départementalisation, elle doit se faire ensemble, avec les associations, avec les syndicats, avec la population. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde est dans son coin, chacun veut tirer la couverture vers soi, et chacun veut porter un nom dans un texte de loi. C'est pas comme ça. Il faut aussi tenir compte du travail de nos prédécesseurs. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'a fait Ibrahim Aboubacar, mais il a fait des choses. Et aujourd'hui, on aurait dû poursuivre son travail. Ben non, on recommence à zéro. Il nous reste quelques minutes. On va faire un dernier tour de table, justement, par rapport à ça. Monsieur Zaïdani vient de nous dire, aujourd'hui, il y a un divorce entre la classe politique et la population. La population demande des avancées sur sa vie, son quotidien, l'économie, le social, etc. Les politiques répondent par des changements institutionnels. Est-ce que c'est la bonne réponse? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Quels conseils vous donnez aux politiques qui sont là actuellement? Aux politiques notamment vous, d'ailleurs, vous êtes... Non, mais moi, d'abord, je dirais que je déplore cette grande fracture qu'il y a entre cette grande scission qu'on vit entre les élus et la population. Et je trouve que c'est dommage, parce que c'est le moment, au contraire, où tout le monde devrait être en symbiose pour voir comment doit avancer le territoire, alors que là, en ce moment, on a d'un côté les collectifs, parce qu'il n'y a pas qu'un seul. Moi, je dis, nulle part, on ne peut avoir tout le monde vraiment d'accord sur un même sujet. La démocratie, c'est ça, mais il doit y avoir un socle commun pour cette population, un point où tout le monde se met d'accord. Le développement de l'île. Comment est-ce qu'on y arrivera? Je trouve, personnellement, que dans les collectifs, il y a des gens qui ont de très belles visions du développement futur de Mayotte. Ces gens-là devraient accepter aussi de discuter, d'échanger avec les élus, que les élus ne les méprisent pas. Moi, personnellement, quand je reconnais les compétences chez quelqu'un, j'aime bien le voir, discuter, échanger avec lui, parce que je n'ai jamais pensé que j'avais la science infuse. Donc, moi, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est d'appeler ces collectifs dont un représentant est ici avec nous. Qui deviendra bientôt un seul collectif. Je ne sais pas. Hein. Non, mais moi je dis, c'est très intéressant qu'on se voit, qu'on discute. Le sujet, encore une fois, qui semble créer un différent entre nous, il n'y a pas de différent. Quand j'écoute ce qu'ils disent par rapport à cet héritage, moi, je ne suis pas contre les discussions. Au contraire, je crois qu'on s'enrichit dans les échanges. Et ce que j'ai déploré aujourd'hui, je l'ai toujours dit, c'est qu'on a, dans la méthode, il y a eu un raté. Ce n'est pas trop tard. Je crois qu'on peut encore reprendre ce texte-là et l'améliorer ensemble. Et ce n'est que par là que cette population, cette île pourra avancer. Merci beaucoup. Ibrahim Aboubacar, oui. Alors comment justement réconcilier la population et ses élus? Tout cela m'attriste beaucoup, parce que, je le répète encore pour la 3e fois dans cette émission, on discute ici sur des malentendus. Ce que la population réclame aujourd'hui, l'égalité sociale, ce n'est pas ce texte-là qui le réglera. Ce que la population réclame aujourd'hui en tant qu'égalité sociale, ce n'est pas à travers du budget du département région que cela passe. Quand vous lisez ce qu'on appelle le document de politique transversale dans la loi de finances, pour regarder la souffrance, c'est-à-dire la sous-dotation du territoire de Mayotte généralisée, qui explique qu'on reçoit aujourd'hui 4 600 € par habitant et par an, là où la moyenne des départements, c'est 7 000 € par habitant ou par an. J'ai bien dit la moyenne. Ce n'est pas à travers les ressources du département-région. Ce sont les lois sociales. C'est l'insertion, c'est l'eau de logement, c'est etc., etc., etc. Donc, on se tromperait énormément de débats en pensant que ce texte d'achèvement de la départementalisation répondrait aux soucis des Mahorais. Les questions budgétaires n'ont pas besoin d'attendre en 2021 l'adoption d'une nouvelle loi. Les questions budgétaires se traitent à l'Assemblée nationale à chaque loi des finances. Si le gouvernement et les parlementaires trouvent un accord
pour aller vers une convergence des dotations, c'est en loi de finances que cela se fait tous les ans. Merci. On est en train à nouveau de reproduire sur un simple texte d'achèvement de la départementalisation, on est en train de reproduire les malentendus qu'on a vécus pendant des années sur la construction statutaire. Et je dis attention, ce n'est pas en adoptant cette loi qu'en 2022, on sera à l'égalité sociale, on aura les aides au logement comme il faut, on aura les aides aux entreprises comme il faut. On a bien entendu. Autre chose. Daniel Zaidani, une dernière réaction. Justement, alors, votre solution pour réconcilier un peu ce que veut la population et... Premièrement, je pense qu'au sein du conseil départemental, on doit impulser un dialogue avec l'État pour qu'il y ait une concertation sur la construction de Mayotte. Deuxièmement, il faut qu'il y ait effectivement une loi de programmation qui détermine l'achèvement de la départementalisation et régionalisation. Et enfin, si on veut vraiment faciliter ce rapprochement social et économique, il est impératif de s'attaquer en premier lieu à la problématique de la retraite, parce que tant que les retraités, ceux qui ont travaillé pendant 40 ans, toucheront que 300 €, il ne faut pas croire que ceux qui toucheront demain le RSA parce qu'ils ont 25 ans, on leur donneront 600 ou 700 € comme en métropole. Parce que là, on créerait un décalage. Donc, il faut rehausser la retraite des Mahorais. C'est ce qui va permettre de déverrouiller tous les verrous sociaux, que ce soit logement, que ce soit RSA et autres. La problématique numéro 1 à Mayotte, c'est la retraite. Mahmoud Azhari, vous avez le dernier mot. Votre collectif, vos collectifs aujourd'hui s'en prennent énormément aux élus. Ça discrédite aussi ce discours. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi vous remettre en question au niveau de votre manière d'expliquer aux gens ce qui se passe, d'expliquer à la population? On essaie d'expliquer. Mais les élus, c'est important parce que vis-à-vis du gouvernement, le gouvernement dit « moi, je parle d'abord aux élus ». Quand il y a des mouvements comme ça, c'est comme des éruptions. Le gouvernement peut nous parler momentanément, mais de façon pérenne, c'est aux élus que le gouvernement parle. Le problème de Mayotte, c'est qu'il y a un décalage entre les élus et la population. Il y a trop d'élus qui sont trop amis avec ceux qui font vivre l'enfer à Mayotte. Ce qu'il faut, à un moment donné, c'est des élus qui sont honnêtes, qui aiment ce pays et qui aiment cette population, ce peuple de Mayotte. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si on a ces élus-là, alors la première chose qu'ils se diront, c'est qu'on va chercher de l'argent, ce que disait Ibrahim Bakar, des dotations à la hauteur pour recruter par exemple des experts de haut niveau, enfin des cadres de très haut niveau dans les collectivités. Ces cadres seront capables d'étudier des dossiers. Et à ce moment-là, tous les textes qui viendront seront regardés soigneusement par des gens de très haut niveau et pousseront des élus honnêtes et qui n'ont pas peur des Mzungu à aller se battre. Et je termine juste une chose, allez voir juste à La Réunion, il ne faut pas aller trop loin. Si à La Réunion, ils ont été capables de faire la route des Tamarins, la route du littoral, avec des milliards, le tram-train, ils sont en train de refaire l'aéroport, etc., c'est juste parce que dans ces régions, dans ces collectivités, je les connais, dans les intercos comme TCO, etc., je connais beaucoup, ils ont mis des cadres de très haut niveau, ils étudient les projets, ils vont après chercher des fonds. Mais il n'y a pas que des fonds qui viennent de l'État. Il y a des fonds qui viennent de l'État. Mais je peux vous dire qu'ici, on a le contrat de projet État-région. Il n'est même pas utilisé parce que l'expertise n'existe pas, l'ingénierie n'existe pas. Vous avez les fonds européens, allez faire le bilan. C'est pchit. Ailleurs à La Réunion, ils ont des prêts de la CDC. Il y a un moment où à la CDC, ils avaient 1,6 milliard. En 2004 ou en 2015, je l'ai mis dans mon livre. 1,6 milliard qui venait de la Caisse des dépôts. À Mayotte, il y avait pratiquement zéro. L'FD avait mis 400 millions, pratiquement zéro. Et la Banque européenne d'investissement, aujourd'hui, a mis plus de 3 milliards à La Réunion. À Mayotte, zéro. Voilà le bilan. Merci beaucoup, Mahmoud Azhari, pour ce bilan. Merci à vous tous d'être venus nous donner un peu votre position sur ce qui se passe actuellement. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain sur une autre thématique.